on peut ne pas se rendre compte qu'on n'est peut-être pas à la bonne place. Parfois, on peut, d'une certaine manière, occuper une place qui est tellement définie par la société, l'entourage, comme la meilleure place pour nous, qu'on ne prend pas la peine de l'interroger ou qu'on ne prend pas le risque de l'interroger. Et puis, certaines épreuves de la vie ou certains événements majeurs, comme ceux qu'on a pu traverser, nous amènent à nous questionner presque malgré nous, parce que ça peut rendre fragile un édifice qu'on croyait stable. Auteur, Autrice, éditeur éditrice. ou encore illustratrice, Illustrateur. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place, être à sa place, rester à sa place, choisir sa place, changer de place, tout cela. Et plus, c'est au cœur de votre livre, Claire Marin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles et après plusieurs livres sur les épreuves de la vie, dont Rupture, titre au singulier et au pluriel qui a rencontré son public. Vous venez de faire paraître aux éditions de l'Observatoire Être à sa place, habiter sa vie, habiter son corps, c'est son sous-titre. Et vous partez de l'idée que nous avons tous une vie faite de mouvements, même légers, et d'escale, mais qu'il arrive parfois que nous soyons délogés malgré nous d'une place qui nous convenait ou parfois qui semblait nous convenir. Vous interrogez justement cette place et puis aussi ceux qui la quittent. C'est presque une ode à ces nomades qui parfois osent risquer d'aller chercher une autre place. Comment vous est venue l'idée de ce livre, Claire Marin ? C'est une question qui m'intéresse depuis longtemps. J'ai été très marquée quand j'étais plus jeune par la lecture de l'œuvre d'Annie Ernaux. Donc la question sociologique de la place m'a toujours interpellée. Les différentes expériences d'assignation à des places, d'enfermement, de confinement nous ont amenés tous à nous interroger aussi sur les espaces qu'on occupe. Donc cette question, elle a été peut-être réactivée par des lectures sur le rapport au lieu. Et je me suis demandé ce qu'on pouvait penser ensemble, les places politiques, sociologiques, affectives, et aussi le rapport concret aux espaces. Et ça a peut-être réactivé ce désir de se saisir de cette notion. Donc pas un livre du confinement, mais un livre inspiré par le confinement. On s'est tous réinterrogés justement sur la place que l'on occupe, le lieu qui fait notre place. Disons que pendant le confinement, j'ai effectivement relu assez intensément Pérec, Gaston Bachelard. Donc peut-être que ça a avivé ce désir d'écriture, c'est possible. Est-ce que ça vous a fait vous interroger autrement sur la définition de ce qu'est être à sa place, pour reprendre le titre de votre livre, Claire Marin ? Parce que ça peut être, je l'ai dit, vous l'écrivez dès le début du livre, ça peut être la place qui nous convient ou parfois la place qui semble nous convenir jusqu'à ce que l'on en soit délogé, que l'on amène à se réinterroger dessus. Alors, avoir la bonne place, occuper la bonne place, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Parfois, effectivement, on peut ne pas se rendre compte qu'on n'est peut-être pas à la bonne place. Parfois, on peut, d'une certaine manière, occuper une place qui est tellement définie par la société, l'entourage, comme la meilleure place pour nous, qu'on ne prend pas la peine de l'interroger ou qu'on ne prend pas le risque de l'interroger. Et puis, certaines épreuves de la vie, puisque vous le signaliez en introduction, ou certains événements majeurs, comme ceux qu'on a pu traverser, nous amènent à nous questionner presque malgré nous. Parce que ça peut rendre fragile un édifice qu'on croyait stable. Donc, toutes ces raisons-là font qu'on peut s'interroger sur la place qui est la nôtre. Et puis parfois, c'est plus immédiat, c'est-à-dire j'ai un sentiment de malaise, je sais que je ne veux pas continuer à vivre cette vie-là, que je ne suis pas faite pour ce métier, pour ce type de relation aux autres. Et donc là, la certitude est très vive qu'il faut trouver une autre place ou s'en faire une autre. À condition d'être en capacité de pouvoir essayer d'abord de s'en rendre compte et ensuite d'essayer de chercher une autre place, parce que je l'ai dit, ce livre est aussi une ode à ce nomadisme, à cette prise de risque d'aller chercher une autre place. Pourquoi est-ce que le mouvement vous intéresse peut-être davantage que la stabilité ? Parce que je ne crois pas que la stabilité existe vraiment, c'est-à-dire
Je pense que même si de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'une vie est très immobile, très fixe géographiquement, socialement, en réalité, intérieurement, voilà, on a quand même des oscillations, des déplacements, on est bousculé affectivement. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose comme une vraie constance intérieure du sujet. Donc si on avait une espèce de cartographie intérieure, elle montrerait tous ces déplacements. Et je crois que aussi le mouvement est dynamique, il peut être inquiet, il peut être déstabilisant, mais c'est aussi ce qui nous porte, ce mouvement intérieur. Mouvement perpétuel, Claire Marin, est-ce que vous iriez jusque-là? Est-ce que tout au long de sa vie, on occupe plusieurs places? Je crois, oui. Alors je crois que d'abord, on occupe plusieurs places en même temps, puisqu'on occupe une place familiale, une place professionnelle, une place sociale, qu'elle nous convienne ou pas d'ailleurs, mais de toute façon, on est déjà en équilibre sur différentes places. Et puis, parce que chacune de ces places elle-même est travaillée tout au long de l'existence, c'est-à-dire que je ne suis pas la fille de mes parents de la même manière à 10 ans et à 50 ans. Parfois, les relations de soins, d'attention, de sollicitude se transforment. La modalité de la relation évolue, donc même les places fixes, elles sont en fait toujours dynamiques, habitées, vivantes, et donc elles sont amenées à se redéfinir. Et puis je crois que de plus en plus, la manière dont nous vivons nous amène à connaître des places affectives, professionnelles, qui varient, voire qui se traduisent par des ruptures ou des bifurcations dans nos vies. Avec la difficulté parfois à associer les différentes places en même temps, parce que Oui. finalement votre livre est un livre sur la question de l'identité, par la question de la Tout à place. fait. Donc il y a depuis quelques années, depuis quelques décennies, l'injonction à l'épanouissement personnel qui Ouais. oblige à occuper une place particulière, et en même temps il y a les injonctions à l'identité, la dimension communautaire qui prend peut-être davantage d'ampleur en France, qui est aussi finalement une manière de cantonner quelqu'un à une identité fixe, figée, assez étroite, puisque c'est aussi une des forces de votre livre, que c'est un monde très étroit, que l'identité, que la place, en tous les cas, est restrictive. Ouais. Donc comment est-ce qu'on se débrouille de tout cela? Effectivement, il y a à la fois un discours qu'on pourrait qualifier rapidement de néolibéral qui nous pousse à être toujours plus souple, nomade, mais dans un sens qu'on pourra questionner parce qu'il est quand même un peu hypocrite. Donc qui fait l'éloge de cette métamorphose incessante de nos places, notamment professionnelles, mais ça parce que ça arrange aussi ceux qui pensent que on peut remplacer n'importe qui par n'importe qui d'autre. Et puis de l'autre polarité, c'est pas celle du mouvement exigé ou imposé, c'est celle au contraire, vous l'avez bien dit, d'une fixité, d'une identité, d'une reproduction à l'identique de ce qui a déjà existé, donc d'une place où finalement les individus se succèdent, mais sans rien dire de leur identité singulière, en diluant cette identité singulière dans une identité prédéfinie, et qui souvent présuppose aussi des rapports de domination, de hiérarchie, d'exploitation entre des groupes sociaux, des groupes ethniques, des groupes religieux, entre l'homme et la femme, qui sont des places qui se font au bénéfice de certains au détriment d'autres, c'est-à-dire toujours des places qui supposent une hiérarchie qui est douloureuse. Et qui est parfois complètement intégré, ce que vous écrivez ici, notamment quand vous abordez la question la place des hommes et la place des femmes. On aura peut-être l'occasion d'y revenir ensemble, Claire Marin, mais puisque vous avez cité Annie Ernaux, qui raconte notamment les transfuges de classe, et raconte combien c'est compliqué, est-ce que quand on ose quitter sa place, finalement, parfois, on est sans cesse ramené à la place d'avant? C'est le cas pour les transfuges de classe qui vivent ou qui sont parfois renvoyés à la condition sociale qui était la leur auparavant. Sans doute que la place d'origine, elle reste inscrite en nous, et parfois, cette inscription peut être vécue comme un rappel à l'ordre moral, une forme de... elle peut être vécue sous la forme de la trahison ou de la déloyauté, elle peut être une pesanteur aussi pour le sujet. Mais d'autres, par exemple la philosophe Chantal Jacquet, pensent aussi
la souplesse que ça nous donne d'avoir su passer d'un monde à l'autre et de pouvoir faire des allers-retours. C'est-à-dire de profiter de cette double connaissance, ce double rapport au monde et aux autres qui est devenu le nôtre, et de trouver un plaisir aux spécificités de notre monde d'origine, comme à celle du monde qu'on a réussi, entre guillemets, à conquérir. Donc parfois, il y a quelque chose de l'ordre du déchirement, de la difficulté à trouver une place. Nicolas Mathieu dit souvent qu'on est entre deux chaises, hein, on ne sait pas trop où on se pose. Parfois, il y a au contraire un plaisir de ces allers-retours et de cette capacité à bouger de manière fluide d'un monde à l'autre. Sauf qu'on est sans cesse aussi défini par les autres. Et il y a ce mot que vous utilisez dans le livre, le mot d'effraction. Parfois, on entre en effraction dans une autre place et on est sans cesse aussi la renvoyer par cette dimension-là, qui est la dimension de... On n'est pas tout à fait légitime, finalement, à sa place. Tout à fait. Ça ne fait pas oublier le cheminement qui a été nécessaire et qui a pu effectivement se payer cher. Enfin, il y a l'idée du prix que je paye pour réussir cette ascension sociale, si on la considère comme telle. Donc, il y a effectivement un mouvement de violence, sans doute, nécessaire, que l'on fait, alors on le comprend bien, pour entrer dans un monde où personne ne nous attend, mais aussi qu'on fait pour sortir d'un monde qui peut parfois nous empêcher de partir par bienveillance, parce que pour nous protéger, parce qu'il ne croit pas qu'on trouvera une place adéquate ailleurs, parce qu'il a peur du rejet ou justement du stigmate qui peut peser sur nous si on essaye d'aller voir ailleurs, entre guillemets. Donc la question, c'est bien celle, effectivement, de faire reconnaître, pas seulement de réussir à pénétrer dans ce nouveau monde, mais d'y être reconnu comme légitime par le jugement des autres, tout à fait. Au début de votre réponse précédente, Claire Martin, vous avez débuté en disant un rappel à l'ordre moral. Ce mot d'ordre, il est aussi présent dans votre livre « Être à sa place ». La manière de penser la place est une manière d'organiser, de s'organiser dans la société. Et on pourrait rajouter de hiérarchiser les places dans la société. C'est le problème de la place, c'est qu'elle s'inscrit souvent dans une hiérarchie des places. Et, qu'à trop vouloir une société d'ordre, on arrive à une société qui menace d'être figée. Donc il faut aussi se méfier des places qu'on attribue ou qu'on accepte, puisqu'elles peuvent devenir notre piège. Le sous-titre de votre livre « Être à sa place », c'est habiter sa vie, mais habiter son corps aussi. Et je voudrais venir à cette deuxième proposition. Vous écrivez à propos des femmes, sans cesse délogées d'elles-mêmes, il aurait impossible d'expérimenter une véritable présence à soi. C'est un chapitre que vous avez choisi d'intituler « Reine sans royaume » pour parler des femmes. Qu'est-ce qu'il en est de la question du corps dans la question de la place? Là aussi, le corps, il y a celui qu'on s'approprie, celui avec qui on vit, celui parfois avec lequel on a du mal à vivre, celui aussi qui est défini par le regard des autres. Oui, ça me semblait important de savoir aussi si mon corps était une place pour moi, si c'était un lieu ou s'il était toujours traversé du regard, du jugement des autres, si finalement je l'occupais plus en réaction aux attentes, aux injonctions, aux désirs des autres, ou si j'étais capable d'y faire de m'y faire une place, même si ça peut sembler paradoxal. Effectivement, on peut être mal à l'aise dans son corps, on sait toutes les pathologies qui se déploient autour de ce malaise que certains sujets ont face à leur corps, dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Et puis il y a aussi des pathologies qui sont aggravées ou peut-être même provoquées par les jugements très critiques des autres ou par les usages, si on peut dire, que les autres font de mon corps, c'est-à-dire ceux qui manquent sans doute au corps féminin, mais aussi à tous les corps qui sont exploités au fil de l'histoire et des circonstances politiques et économiques. C'est le respect de leurs limites, c'est l'appartenance du corps au sujet auquel il correspond, si on peut dire les choses comme ça. Et il me semble que le corps féminin
expérimente peut-être plus que la plupart des corps masculins cette expérience de l'empiètement, c'est-à-dire un corps qui va devenir terrain de jeu pour les enfants, qui est nourricier pour les nouveau-nés, mais qui est aussi un outil ou un instrument de plaisir pour les hommes en particulier, et peut-être pour la société tout entière, qui joue avec l'image du corps, qui impose des normes, qui est extrêmement cruel avec le jugement posé sur le corps des femmes vieillissantes, par exemple, ou les corps des femmes un peu trop généreux. Donc on a quand même des injonctions qui s'interposent entre la femme et son corps et qui troublent très très rapidement, très vite. La petite fille se demande si elle est trop grosse, si elle est assez belle, etc. Et je pense peut-être plus vite que le jeune garçon. Et ce filtre-là, il est un processus de dépossession, en fait, que subissent, je crois, les femmes plus que les hommes. Il ne faut pas complètement tomber dans des caricatures, mais je pense que quand même la femme plus que l'homme peut avoir ce sentiment-là. Est-ce que c'est possible de se débarrasser justement de tous ces regards et toutes ces représentations extérieures pour définir son corps par rapport à soi-même, par rapport à l'idée que l'on s'en fait ? Il me semble que c'est quand même assez compliqué, qu'on les a tellement intériorisés que être à l'aise avec un corps qui ne correspond pas à une certaine norme ou qui ne correspond pas à l'attente de son conjoint ou au jugement de ses proches, c'est quand même très difficile de réussir à l'assumer. On voit que des tentatives existent dans ce sens, mais on voit aussi que les couvertures des magazines féminins au mois de mars sont toutes les mêmes. Donc il reste sans doute quelques progrès à faire. Effectivement. Alors dans ces podcasts, Claire Marin, on s'intéresse aussi à la relation que les auteurs entretiennent avec leur maison d'édition. Ici, l'édition de l'Observatoire en général et Adèle Van Reyck, votre éditrice et directrice de collection en particulier, une femme qui à sa manière aussi est en mouvement entre deux places avant de rejoindre France Inter. Comment ce livre et cette réflexion, elle a pu être transformée justement par votre relation avec Adèle Van Reyck, avec les éditions de l'Observatoire ? Pour cet ouvrage, comme le précédent, le premier travail, c'est de peut-être réfléchir ensemble sur la pertinence du sujet. Alors pour le précédent, il y avait... Le précédent, je rappelle, c'est Rupture. Oui, tout à fait. J'avais 2 projets. Et puis en discutant avec Adèle Van Reyck, effectivement, c'est plutôt l'idée de Rupture qui semblait la meilleure piste. Et pour être à sa place, j'étais assez sûre du fait de vouloir traiter cette problématique. Mais c'est vrai qu'il y avait des chapitres sur lesquels j'avais des interrogations et où le regard d'Adèle a été très précieux. Puisque à certains moments elle pouvait dire voilà, ce chapitre, soit on le fait à fond, soit tu l'écris à fond, soit tu l'écris pas, mais parce que j'étais précisément le chapitre sur les femmes, parce que mon hésitation tenait au fait que beaucoup de choses ont paru en philosophie sur la condition de la femme. On a des courants féministes en philosophie, donc il y avait beaucoup de parutions, de qualité. La question était de savoir si je pouvais dire quelque chose de différent ou si c'était de la pure redite. Et les premières formulations étaient un peu timides. Donc il s'agissait de trouver un angle peut-être un peu différent pour se ressaisir de cette problématique qui est quand même importante, celle de la place des femmes, sans pour autant que ça soit central dans le texte. Et puis aussi pour tenter des parallèles avec d'autres individus qui peuvent avoir ce sentiment que leur corps ne leur appartient pas ou que la place est trop strictement prédéfinie. Donc le travail s'est fait aussi sur le style, dans la mesure où Adèle m'a beaucoup incité à écrire de manière peut-être plus personnelle, à employer le jeu, à créer cette familiarité ou cette identification avec l'auteur à travers cette approche qu'on ne s'autorise pas trop quand on a un parcours
un peu académique, ou par certains Ouais, avec aspects. le nous, le on, mais j'ai Voilà, rarement le je. tout à fait. Et il s'avère, d'après les premiers retours, que Ça marche. effectivement, ce jeu crée quelque chose de l'ordre de la proximité, je crois, à la lecture. Mais si je reviens sur la première partie de votre réponse, ça veut dire que ce livre, il a commencé à s'élaborer avec l'éditeur avant même qu'il s'écrive. C'est vraiment dès les premières idées que vous avez commencé à voir si livre il pouvait y avoir. Alors moi, je prends toujours des notes. Donc il y a des notes de ce livre qui datent peut-être d'il y a 5 ou 10 ans. Mais effectivement, le projet commence à se construire un peu comme un arbre, hein, voilà, un peu en rhizome. À partir du moment où je suis confortée dans l'idée qu'il y a quelque chose qui peut résonner, pas seulement pour moi. Et puis après, c'est aussi la discussion, parce que c'est une maison d'édition avec les attachés de presse, avec d'autres éditeurs de la maison. Enfin, il y a quelque chose qui circule et qui fait que il y a le tête-à-tête, effectivement, avec l'éditrice, mais il y a aussi une logique plus générale qui fait que souvent le projet est connu avant la signature du contrat, enfin qu'il y a quelque chose déjà d'un dialogue plus ouvert que le simple colloque singulier avec l'éditeur. Et puis c'est un livre, et on l'a entendu depuis le début de cet entretien, dans lequel vous convoquez beaucoup de références. Ouais. Alors des références qui sont de l'ordre de la philosophie ou des essais, hein, Michel Foucault, Roland Barthes, Georges Perec, le René Jérôme Poré, ou votre éditrice même Adèle Van Rett qui apparaît dans le livre. Et puis voilà, on y croise aussi des écrivains peut-être plus surprenants. Vous avez certes cité Annie Ernaux, mais il y a James Baldwin, il y a Sarah Chiche, il y a Laurent Mauvigné, ou encore Marie-Hélène Lafont, romancière de la place, ou encore Sylvain Prudhomme, qui, dans Par les routes, divisait le monde en deux, justement, ceux qui partent et ceux qui restent. Comment les avez-vous choisis, ces références qui viennent à chaque fois incarner une facette du sujet ? Alors, moi, ce qui m'a toujours agacée, c'est l'idée qu'il y ait des références attendues, ou qu'il y ait des auteurs classiques et des auteurs mineurs, ou que certains auteurs seraient juste la coqueluche du moment, qu'il faudrait mieux miser sur des auteurs bien installés dans l'histoire de la littérature ou de la philosophie. La question, elle est vraiment la réponse est très subjective, c'est-à-dire c'est ceux dont les mots résonnent durablement en moi, les textes qui continuent à m'habiter. Le texte de Sylvain Prudhomme, par exemple, m'a fait cet effet très fort. Alors je peux oublier les prénoms, etc., mais ou Sarah Chiche, il y a des lectures comme ça qui sont une expérience d'être saisie, et c'est mon critère très subjectif pour convoquer un auteur. Et puis c'est aussi presque, voilà, l'écriture, c'est presque un monde idéal où vous faites ce que vous voulez avec les gens que vous aimez. Donc voilà, je convoque tous ceux que j'aime, que je les connaisse bien ou pas du tout, et je chemine avec eux, parce que quand on doit écrire un livre, c'est comme un travail très solitaire. Alors autant partir avec des compagnons de route qu'on apprécie. Donc c'est vraiment un compagnonnage qui est la marque d'une admiration, la reconnaissance intellectuelle d'éléments qui me semblent très pertinents, mais aussi c'est quelque chose d'affectif, et c'est un plaisir que je m'offre à moi-même de pouvoir reprendre des phrases si belles de Perec, des mots si forts de Sarah Chiche. Pour moi, effectivement, c'est quelque chose d'important. Et puis d'aller aussi, on parlait de Jérôme Poré tout à l'heure, puiser dans des conceptualisations très exigeantes, c'est-à-dire de montrer qu'on a parfois des phrases, des styles, des fulgurations littéraires qui fonctionnent, et puis qu'on a aussi des approches conceptuelles qui stimulent, qui questionnent, qui créent du doute, de l'incertitude, mais dans tout ce que ça a de créateur aussi. Donc c'était l'alliance de
tous ces talents des uns et des autres dont je me sers, pour aussi installer une complicité ou pas avec le lecteur. Alors, je pense notamment ici aux auteurs plus populaires, notamment Annie Ernaux, Marie-Hélène Lafon. Peut-être pas tous vos lecteurs les connaissent, mais une grande partie les connaissent. Qu'on les connaisse ou qu'on ne connaisse pas, d'ailleurs, ça ne change pas du tout la compréhension du texte, mais est-ce que c'est aussi une manière, finalement, de mettre un pas de côté complice avec le lecteur? Oui, il y a quelque chose de l'ordre de... toi et moi, on appartient au même club. On fait partie de ceux pour qui Annie Ernaux est une référence clé, dont l'œuvre a permis parfois de comprendre sa propre vie, qu'on subissait de manière un peu confuse, sans rien comprendre à son malaise. Et puis tout d'un coup, on ouvre la place ou les armoires vides et on comprend le sens de ce malaise-là. Donc... il y a des effets libérateurs de la psychanalyse, mais il y a des effets tout à fait similaires de lecture de textes qui nous éclairent notre vie à nous-mêmes. Ils sont à retrouver dans Être à sa place, le titre de votre livre paru aux éditions de l'Observatoire. Claire Marin, merci beaucoup. Merci à vous. C'était Ce qui se lit, un podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. Le podcast vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.